bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce 9e épisode de l'AFC Corner, le podcast du football asiatique de la rédaction du Lucarne Opposé. Comme toujours, chers amis, vous êtes et serez les bienvenus pour interagir avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Et bien entendu, je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, Culture Soccer, Efrikia ou bien Bola Latina. J'en profite pour vous rappeler que, tandis que le 4e numéro de Lucarne Opposé Magazine est en cours de préparation, un spécial formation qui nous emmènera bien évidemment en Afrique mais aussi en Asie et puis en Amérique du Nord, Amérique du Sud. Les 3 premiers vous attendent toujours sur notre site internet. Pour cette rentrée, l'AFC Corner vous emmène d'abord au pays du matin calme faire le point sur une K-League écrasée par le terrible Géant Book avant de se poser au pays de Cathy Freeman où son codisciple Usain Bolt s'essaie au ballon rond non sans remettre en question la crédibilité d'une A-League qui avait pourtant déjà du mal à s'en assurer une. Mais avant toute chose, les petites brèves de la balle orientale. Ouvrons le bal par l'une des belles surprises du Mondial 2018, en termes de sens du sacrifice et de solidarité en tout cas, l'Iran, qui peut nourrir un bel espoir, celui de voir son homme fort, le coach lusitanien Carlos Queiroz, prolonger sa belle histoire à la tête de la team Melli. L'ancien adjoint de Fergie et la fédération perse sont en effet très proches d'un accord, indique le toujours très bon PersianFootball.com. Si le technicien portugais semble optimiste, il souhaite tout de même s'assurer d'une chose, que les moyens financiers et infrastructurels de la préparation à la Coupe d'Asie 2019 en janvier seront en adéquation avec les ambitions du football iranien, qui n'a pas remporté ce trophée continental depuis 1979. Un défi de taille pour la fédération au vu des sanctions économiques et géopolitiques orchestrées par Washington, qui touchent le pays de plein fouet. Rappelons que plusieurs sélections avaient décliné par exemple les propositions d'Amico avant la Coupe du Monde et que l'étiquette d'infréquentable dont l'Iran continue d'être affublé par les États-Unis risque de ne rien améliorer d'ici janvier 2019. Mais tout n'est pas encore bouclé et les Perses peuvent encore se ronger les sangs. La prestigieuse place de sélectionneur de la Colombie vient d'être laissée vacante par Señor Pekerman et le nom de Carlos a évidemment déjà été cité par la presse cafetera. Une chose est certaine, avec un tel amour pour ce pays vieux de 2500 ans, et ouais quand même, notre ami Queiroz n'est pas prêt de mettre les pieds chez l'oncle Donald. En Persian Gulf Pro League, les hostilités ont repris depuis fin juillet. Les 2 géants de Téhéran, Persepolis et Esteghlal, réalisent un départ poussif, mais comptent tous deux un match de retard qui les ferait recoller au podium en cas de succès. Le podium justement est pour le moment dominé par le surprenant Padideh FC, club basé à Mashhad dans le nord-est du pays et ne comptant que 5 petites années d'existence, 5 victoires et une seule défaite en 6 journées pour les blancs et rouges, c'est pas mal du tout. Suivent le plus historique Sepahan d'Ispahan, champion des champions de Perse avec ses 5 couronnes, un peu de respect s'il vous plaît, et le plus modeste Saipa de Karaj, dirigé par le légendaire Ali Daei. Un seul titre pour les Oranges, bon c'est mieux que rien non ? Les 2 géants de Téhéran payent pour leur part peut-être un petit peu les efforts fournis sur la scène continentale, des efforts infructueux pour l'instant puisque les 2 rivaux se sont plantés lors de leur quart de finale aller face aux Qataris d'Al-Sadd pour Esteghlal et Al-Douail pour Persepolis. Rien n'est encore perdu pour eux, mais il faudra faire le job à domicile pour le match retour. Dans la partie extrême orientale de cette Ligue des Champions d'Asie 2018, les Japonais du Kashima Antlers prennent l'avantage sur les Chinois du Tianjin Tianjian 2-0, tandis que le choc coréen entre Jeonbuk et Suwon accouche d'une sèche victoire de ce dernier, 3 buts à rien. Difficile d'imaginer les Verts de Jeonju renverser la vapeur après une telle débâcle, mais bon, pourquoi pas. Vous l'avez peut-être lu sur le site Lucarne Opposé, et si ce n'est pas le cas, je vous conseille fortement de rattraper ce cruel manque d'instruction au football asiatique, bande de cancres, tiens. Les Jeux d'Asie ont eu lieu cet été en Indonésie. Remportés par le Japon chez les femmes et la Corée du Sud chez les hommes, en football en tout cas, ces Olympiades n'impactent pas que les grosses nations du ballon rond asiatique. Au Vietnam tout d'abord, où notre sport favori n'en finit plus de croître, les demi-finalistes du tournoi ont été accueillis à Hanoï par une foule en délire, bien consciente de la performance historique réalisée par ces ouailles. Rendez-vous compte, le bus de la sélection a mis 6 heures pour parcourir les 40 km séparant l'aéroport du palais présidentiel où ils étaient attendus. Une fièvre footballistique que mérite un pays qui travaille depuis plusieurs années d'arrache-pied sur les rectangles verts.
euphorie toujours, mais plus mesurée ce coup-ci en Indonésie, qui accueillait donc le tournoi. Satisfaite par la verve montrée par sa sélection masculine, la fédération indonésienne tente de prolonger d'une année le contrat arrivé à terme au soir de la compétition de son sélectionneur espagnol Luis Milla. Tout l'inverse de la Thaïlande, dont les ambitions ont été douchées à la surprise générale par le Bangladesh, qui s'apprête à réaliser en conséquence une réorganisation intégrale de son fonctionnement et de sa structure. Une tâche d'envergure que l'actuel président Somyot Poonpongmuang, ce n'est pas facile à prononcer, confiera à un directeur du football dont l'identité n'est pas encore connue. Absente des Jeux d'Asie, les Philippines comptent faire bonne figure en janvier lors de la Coupe d'Asie, vous l'aurez compris. Une mission dont sera chargé le tout fraîchement nommé Scott Cooper, que la Thaïlande connaît justement très bien, le Britannique ayant déjà posé son séant sur le banc de Buriram United, de Muangthong United, d'Ubon United, ainsi que de Polystero, qui n'est pas encore United mais qui y survit très bien. Grande nouvelle, en Australie, le mythe Tim Cahill a enfin trouvé un club. Le buteur historique des Socceroos a en effet signé pour une année en Indian Super League au Jamshedpur FC. L'Australo-Samoan de 38 ans fera en revanche ses adieux internationaux le 20 novembre contre le Liban devant son public à l'ANZ Stadium de Sydney. Du côté de la A-League, l'on connaît désormais les équipes candidates à l'expansion de l'élite australienne. Alors je prends mon plus bel accent anglois. Le South West Sydney MacArthur et le Southern Expansion de la région de Sydney, le Wollongong Wolves FC, le Team 11 originaire des environs de Melbourne, le South Melbourne FC, le Western Melbourne Group, le Ipswich Pride FC ainsi que le Canberra and Capital Region sont tous en lice pour une place en A-League. Un championnat qui reprendra dans un petit mois d'ailleurs, mais avant d'en parler un peu plus en détail, retrouvons de suite Baptiste Mourigal pour faire un point sur la K-League. C'est parti. Bonjour Baptiste, comment vas-tu? Eh bien ça va et toi? Ça va très bien, écoute, tu nous l'avais dit je crois lors du premier podcast auquel tu as participé, comment on dit bonjour en coréen, est-ce que tu sais? Oui, je sais, on dit annyeonghaseyo. Voilà, annyeonghaseyo, oui, je m'en souviens maintenant, vois-tu. Et oui, parce que qui dit Baptiste, alors parfois avec Baptiste c'est vrai qu'on parle aussi de la J-League et du Japon, mais là on va parler de ta vraie spécialité, la K-League, le championnat coréen de première division, et faire un petit point sur ce championnat qui est écrasé par Jeonbuk Motors, les Verts de... Tu me rappelles la ville, c'est Jeonbuk? Non, c'est Jeonju. C'est Jeonju, exactement. Qui est suivi, mais alors loin derrière, à 14 points par Gyeongnam, Ulsan Orang, encore un peu plus loin, et ensuite, ensuite on en parlera un petit peu après, il y a des déceptions, etc. Mais on va d'abord se focaliser sur ce Jeonbuk Motors qui a donc à 10 journées, parce qu'il y a 33 journées, donc même pas, il y en a d'abord 33, et ensuite on divise le championnat en deux, et on en rajoute 5. Exactement. Mais bon, vu leur ordre de marche, on peut penser qu'ils sont ultra favoris pour tout ce qui arrive. Et en tout cas, ils ont déjà un immense matelas de points d'avance sur leur dauphin. Alors voilà la question, quel est le secret de Jeonbuk? On va dire qu'il y en a deux. Le premier, c'est Hyundai, qui est donc le propriétaire de Jeonbuk. Alors eux, à la différence des autres équipes en K-League qui appartiennent à des entreprises sud-coréennes, ils ont carrément décidé d'injecter de l'argent, et ça se voit. C'est-à-dire qu'ils se donnent les moyens de se créer une équipe compétitive et de pouvoir jouer sur tous les tableaux à la fois. Donc pour une petite idée, juste sur la saison dernière, donc j'ai pas le budget réel de Jeonbuk, mais j'ai le montant des salaires et bonus qui sont reversés aux joueurs par équipe. Et Jeonbuk, si tu veux, on est à, on va dire, si on fait une conversion simple on va dire que 1000 won, on va dire que c'est $1, là ils sont à 15 millions 700 000 won
versés. Donc on peut dire que ça fait à peu près, on va dire que ça va être 15 millions de dollars, quoi. Et qui est déjà pas mal. voilà, j'ai un peu perdu mon, mon, Je suis pas ma meilleur que toi conversion en dans ma calcul tête, mental. là, tu vois. Donc on va dire que c'est 15 millions de dollars. Et Séoul qui arrive en deuxième est à 9 millions. Donc tu vois quand même la différence, c'est que eux, ils ont beaucoup d'argent et ils s'en servent pour se créer donc une grosse équipe. Ils ont les 5 plus gros salaires des joueurs sud-coréens, c'est dans leur équipe. Donc le premier, Kim Shin-wook, l'avant-centre, qui émerge à pas loin de 1,5 million par an de dollars. Ensuite, si on prend aussi les joueurs, parce que la K-League fait joueurs coréens et ensuite les salaires des joueurs étrangers. Chez les joueurs étrangers, sur les 5 premiers, ils avaient le premier et le deuxième l'année dernière. Cette année, on doit être le deuxième et peut-être le premier, puisqu'il a fait une revalorisation de contrat là, il y a 2-3 semaines, Lopez. Donc peut-être qu'il est passé premier. Donc voilà, ils ont de l'argent, ils ont de quoi de récupérer les meilleurs joueurs du championnat s'ils ne partent pas à l'étranger. Et donc ça fait une super Dream Team. Et le deuxième secret, forcément, c'est leur entraîneur, Choi Kang-gi, qui est juste, je pense, enfin, il y a même pas, je pense, c'est l'entraîneur le plus titré en Corée du Sud. Et c'est lui qui a un peu bâti la suprématie de Jeonbuk, parce qu'il arrive au club en 2005, je crois. Il remporte la Coupe de Corée en 2005, il va remporter l'Asian Champions League en 2006 et il va faire remporter le championnat à Jeonbuk en 2009 et 2011. Donc c'est lui. 2009, 2011. Voilà, il les Et a puis fait après, il y a monter. eu encore pour le Jeonbuk, il y a eu 2014, 2015 et donc le dernier Oh oui, 2017. Donc on le voit sur la dernière décennie, c'est tout simplement les 5 titres en cours du Jeonbuk. Donc voilà. c'est une sacrée Et domination. il faut prendre en compte que Choi Kang-gi a quitté le club entre 2011 et 2013 pour aller entraîner la sélection sud-coréenne. Donc, pendant qu'il n'était pas là, Jeonbuk ne gagnait pas. Et une fois qu'il est revenu, Jeonbuk s'est remis à gagner. Donc, forcément, c'est une des raisons pour lesquelles ce club est aussi fort. Parce que Choi Kang-gi, même si les joueurs changent régulièrement, il arrive à garder sa dynamique, à garder son style de jeu et à adapter ça à ses joueurs. Et même, c'est même Sa limite philosophie. voilà, sa philosophie, c'est même limite les joueurs qui s'y adaptent. Là, par exemple, on voit que Lee Jae-sang est parti et c'était sans doute c'était le métronome, c'était la pièce maîtresse de l'équipe et c'est Choi Kang-gi d'ailleurs qui l'avait lancé en K-League en 2014. Et là, il est parti et Jeonbuk se retrouve donc sans son meneur de jeu et on a vu quand même depuis le retour de la Coupe du Monde une petite baisse de régime, mais progressivement, il cherche, il trouve autre chose, il essaye de le remplacer par plusieurs joueurs, il teste des trucs et là, en ayant mis Lopez en meneur, ça commence un petit peu à prendre. Donc, est-ce qu'il a trouvé la formule? On verra par la suite, mais voilà, il cherche et il va forcément trouver. Je suis sûr que l'année prochaine, il va encore nous sortir un jeune joueur de l'académie Jeonbuk ou un mec recruté dans un petit club en Corée, comme il a fait avec Kim Min-jae l'année dernière. Personne ne le connaissait et il a dit tiens, lui, il est bon. Hop, il l'a fait venir d'une division semi-pro. Il l'a mis titulaire et il a pu bouger le garçon. À 20 ans, c'est quand même quelque chose de très fort. Donc voilà, les deux secrets, c'est Donc Hyundai et Choi Hyundai, Kang-gi. l'argent et tu me rappelles son nom? Choi Kang-gi, Choi Kang-gi. l'entraîneur. Voilà, donc là, vraiment un aspect financier et un homme fort. Personnellement, ça me fait un petit peu penser à Manchester United époque Ferguson. Il y a de ça quand tu y penses. Mais en tout cas la recette fonctionne fortement, enfin formidablement bien, pardon, puisque comme vous l'avez dit, sur la dernière décennie, Jeonbuk a gagné ses 5 titres d'ailleurs, puisqu'ils n'ont que, entre guillemets, ils ont déjà 5 titres Et gagnés depuis 2009. on pourrait leur en donner un sixième, il y a Et eu une bientôt, affaire ouais. et Ah voilà, ils oui? ont perdu le titre. Ils avaient 15 points d'avance, on leur en a enlevé 10 et ils avaient plus que 5 et ils se sont complètement crashés et Séoul en a profité Eh pour ben, c'est remporter où le titre. justement, avant de te laisser, voilà, notre point fort c'était Jeonbuk, mais on va parler rapidement du reste du championnat avec Séoul qui, bon, on l'a dit, on en a parlé souvent à propos de la K-League, Séoul, comment dire, la déchéance était à peu près attendue. Par contre, le rival de Suwon,
lui n'est que 4e avec 39 points. C'était un peu moins attendu comme mauvais championnat, on va dire championnat poussif. Oui, enfin, on pouvait s'attendre effectivement à ce que Suwon soit plus haut. Après, il faut dire que là, cette année, il y a quand même des équipes qui se subliment. Jeonnam, par exemple, Ulsan. Suwon a aussi a eu des problèmes. Enfin, c'est pas des problèmes en tant que tels, c'est surtout que leur entraîneur qui a décidé de partir début de semaine dernière, donc So Jung-won, enfin, il est souvent décrié parce que il a un style de jeu qui est pas forcément très beau à voir. Les supporters sont pas très, très fans de ce qu'il propose et cette année, depuis quelques saisons déjà, ça toussait un peu et là, cette année, ça a vraiment pris un peu un coup dans le nez, on va dire. Et oui, ils ont un petit peu de mal à se lancer, mais après, à côté de ça, ils sont quand même en demi-finale d'Asian Champions League, non, quart de finale et bientôt en demi parce qu'ils ont quand même mis 3-0 à Jeonbuk, tu vois? C'est quelque chose d'assez, incroyable et ils sont quand même pas tant lâchés que ça en championnat parce qu'ils ont quand même un match en moins, donc s'ils gagnent ce match en moins qui est face à Jeju, qui est complètement, alors là, complètement à la ramasse, ils bataillent toujours pour la troisième ou deuxième place. Donc c'est pas si catastrophique, mais c'est vrai qu'on attendait quand même à ce que Suwon puisse au moins essayer de concurrencer Jeonbuk et c'est pas le cas, ouais. Très bien. Et pour terminer, tu l'as cité, c'était ma dernière question. Gyeongnam, ça par contre, c'est vraiment la surprise de cette K-League 2018. Oui, parce que je pense que même si eux, ils ont des ambitions, ça ils l'ont pas caché, c'est un promu qui revient avec beaucoup d'ambition. Je pense que personne s'attendait à ce qu'il soit deuxième et qu'il tienne la dragée haute à vraiment à tout le monde, mais sauf à Jeonbuk. Bizarrement, bon, même s'ils ont gagné une fois contre eux, ils ont quand même pris des roustes les 2 autres rencontres. Heu, c'est quand même une surprise et ça fait plaisir à voir parce que c'est une équipe qui marche bien, qui est assez agréable à voir jouer. Et qui amène quelque chose de nouveau parce que dans l'habitude, on avait toujours les mêmes devant, Jeonbuk, Suwon, Ulsan, limite, Jeju ces derniers temps. Un peu moins bon, Séoul si, même si un peu moins en 2017 et cette année. Mais voilà, là, au moins, on voit Jeongnam, on voit une équipe qui remonte tout de suite de K-League 2 et qui va très certainement finir second. En plus, il y a une super triplette d'attaque, Negeba, Kunimoto et Marcao. Ça fait vraiment plaisir à avoir joué et ça peut aller loin. Après, est-ce que l'année prochaine, ça risque d'être la même chose? Je sais pas parce que je pense que les clubs chinois vont commencer à s'intéresser aux joueurs de cette équipe. On verra, mais cette saison, c'est vrai que c'est une bonne surprise et on espère que ça va durer encore longtemps et pourquoi pas, bah non, pourquoi pas j'allais dire aller chatouiller Jeonbuk, mais là ça commence à être Avoir compliqué, une vraie surprise, oui. à finir deuxième, ça serait sympa. Ouais. Très bien. Écoute, merci beaucoup Baptiste. On le sait, on retrouve tes comptes rendus de la K-League toutes les semaines sur Lucarne Opposée. Et nous, on continuera de suivre ce championnat et on se retrouvera un petit peu quand le championnat aura un peu plus avancé. Merci beaucoup Baptiste et on se dit à la prochaine. Merci à toi et oui, à la prochaine. Chose promis, chose due, retournons en Australie pour nous pencher avec Antoine Blanchet-Quérin sur une arrivée qui fait du remue-ménage, celle de l'ancien sprinter jamaïcain Usain Bolt aux Central Coast Mariners pour un essai qui, pour le moment, est encore loin d'être concluant. Bonjour Antoine, comment ça va? Ça va bien et toi Simon? Ça va très bien. Alors, la A-League, elle n'a pas encore repris par rapport à la K-League qui, elle, est très très avancée, comme on l'a vu juste avant avec Baptiste. La A-League, elle reprendra d'ici un petit mois, un bon mois. Le 15 octobre. En revanche, le 15 octobre, voilà. En revanche, elle fait déjà parler d'elle, puisque à défaut d'avoir des grosses recrues, des noms ronflants, comme il y a pu avoir par le passé, on en parlera peut-être un petit peu à la fin de ta chronique. Bien dans le sens où l'Angleterre a les droits télé de la A-League et que ESPN Plus a acheté les droits de la A-League et de la Women League, donc l'équivalent du championnat
masculin, mais pour le féminin. Et le truc, c'est que de vendre toujours un peu plus. Et donc, du coup, les clubs ont la possibilité de recruter des joueurs phares auxquels la fédération peut prêter des fonds. Donc, c'est-à-dire que le club peut recruter un joueur star et diviser son salaire en deux. C'est ce qui a permis au Melbourne Victory cette année de recruter Keisuke Honda. Et donc, pour l'histoire du jour, c'est que Usain Bolt est arrivé au Central Coast Mariners. Pour replacer un peu le Central Coast Mariners, c'est le plus petit club du championnat. Il est néanmoins un des plus importants, à mon sens personnel, dans le sens où ils ont sorti Matty Ryan, le goal de la sélection, Miles Jedinak, le capitaine de la sélection, le non moindre Tom Rogic. Donc voilà, c'est un club qui connaît et qui sait sortir des jeunes. Et là, ils font venir Usain Bolt. Alors, il faut voir deux choses dans ce recrutement, le rapport économique et le rapport footballistique. En fait, voilà, le président de Central Coast Miners est un président qui est très proche de son argent. Donc, c'est-à-dire qu'il ne veut pas investir beaucoup, c'est un choix qui lui appartient. Et voilà, il veut faire venir Usain Bolt dans son club, lui verser un salaire qui serait équivalent, voire légèrement supérieur à Keisuke Honda, et il veut aussi les fonds de la fédération. Donc c'est quelque chose qui peut bloquer, dans le sens où on pourrait parler d'équivalence, dans le sens où est-ce que Bolt mérite le même salaire que Keisuke Honda? Est-ce que Keisuke Honda a la même Valeur rayonnement? footballistique. Ouais, le rayonnement, parce que Keisuke Honda, on va sûrement avoir des curieux japonais qui vont essayer de regarder 2-3 matchs de la A-League. Et Bolt, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Donc, il a fait venir de l'affluence. Le directeur, le président du club a dit que pour la région du Central Coast, ça peut apporter jusqu'à 16 millions de dollars. Pour le club, ça peut faire booster une influence qui est de plus en plus petite dans le Central Coast Stadium. Et du coup, il a fait son recrutement. Donc Bolt est arrivé avec l'ambition de devenir footballeur professionnel. Et son rêve ultime, c'est de jouer pour Manchester United. Très bien. Lui, il saisit la chance qu'on lui donne. Donc il avait fait un essai en Allemagne, il avait fait un essai en Norvège, il me semble, il avait fait un essai en Afrique du Sud et il n'y en a aucun qui a été concluant. Et là, on sent que le président veut vraiment prendre Bolt pour booster ça. Et du coup, il a fait le match quand tout le monde en a parlé. Alors, ils ont appelé ça The Trial, donc l'essai. Donc, clairement, on fait ça à l'américaine, on vend le truc, on met un DJ, on met un DJ dans le stade pour mettre l'ambiance. Un vrai show à l'américaine, mais il n'y a eu que 10 000 personnes dans le stade. Donc, c'était assez famélique. C'est sûr que le premier entraînement de Bolt, il y avait toutes les caméras du monde. On a vu ça dans le monde entier, mais voilà, c'est éphémère. Ça ne fera pas le tour du monde. Et donc, du coup, premier entraînement de Shane Bolt. On a eu pas mal de journalistes qui ont dit: oh là là, Bolt est. Voilà, 2-3 exercices de fractionné, il a déjà les mains sur les genoux, les mains sur les hanches. Et ça, c'est des propos qui ont été tenus par Ray Gatt, qui est un fervent supporter du Central Coast Mariners. Donc c'est quand même, on peut se dire que voilà, Bolt n'est pas au niveau, même pour le plus petit club de l'Australie. Et du coup, ils ont fait le fameux match. Alors, il faut savoir que c'était un match amical contre un club qui n'existe pas. C'est une sélection de la région avec plusieurs Ah, joueurs. d'accord. Donc, il n'y a vraiment rien. Si on regarde le résumé, on peut voir que c'est des maillots rouges, en fait, juste des maillots d'entraînement Nike. Il y a pas de sponsor, pas de logo. C'est une sélection de jeunes, des amateurs. Et puis, le Central Coast fait toujours ça. Alors, en résumé, si on peut replacer dans le contexte quand même, en effet, on pourrait se demander si ce cirque Usain Bolt ne remet pas en jeu une certaine crédibilité du championnat australien. Soit tu le dis, et c'est important, au-delà du fait qu'il faut avoir un certain respect par rapport au Central Coast Mariners, eu Oui, égard voilà. à la formation qu'ils ont eue. Tu les as cités, Matty Ryan, Jedinak, Majininak, Tom Rogic. Ça reste un petit club et donc ce n'est pas non plus les Melbourne Victory ou le Sydney FC voilà, qui achètent, enfin, qui tentent de recruter Usain Bolt pour faire une opération de communication. Ça reste un petit club, donc c'est presque compréhensible en fin de compte. Bah, c'est ça, en fait. Et puis, ça cache le travail des autres, si je puis le dire. C'est que on va avoir d'autres clubs qui travaillent vraiment pour essayer de booster la ligue. C'est-à-dire que donc Melbourne Victory a recruté Keisuke Honda avec l'aide de
de la fédération. Donc Keisuke Honda, c'est pas n'importe qui, tout le monde le connaît. Dans ceux qui connaissent un peu le football, il a joué au Milan, voilà, sa carrière parle pour lui. Derrière, ils ont recruté George Niedermayer, si je crois bien, un super défenseur, et ils ont recruté Ola Toivonen. Donc même s'il arrive mi-septembre, voilà, Mebo Mittori place le cap. On veut gagner la Ligue des Champions, mais on veut une prestation, on veut se montrer sur la scène continentale. Et derrière ça, il y a aussi le CNFC qui pareil, va vouloir recruter. Donc, qui recrute, ils ont recruté un joueur de l'Ajax, ils ont recruté Adam Lefondre, ils ont failli recruter Fernando Torres, ça s'est joué un vol d'avion. Et donc voilà, c'est tout ce travail-là en fait qui est caché par la presse, non australienne j'entends, parce que la presse australienne parle autant de Melbourne que de Central Coast que des autres. Mais voilà, internationalement parlant, de mon point de vue, on ne parle pas de ça. En France, on parle de Usain Bolt, on ne parle pas du travail du Melbourne, on ne travaille pas de Brisbane. Et donc, à la stratégie de la fédération, eux, ils travaillent encore à faire venir des grands noms. Dernièrement, c'était le frère de Ribéry qui pouvait venir dans le championnat pour essayer de faire venir son frère. Et ils sont toujours en pourparlers avec Flamini, parce que l'optique de la A-League, c'est de s'installer en France. Il y a Eric Baoteac, il y a Berenguer qui a signé. Et à terme, s'il signe Flamini, il se dirait pourquoi pas vendre nos droits télé en France. Pourquoi pas, oui, sur une petite chaîne, le futur Lucarne Opposé TV, hein, on serait ravis de commenter et de faire des émissions sur la A-League, et je le dis sincèrement. Bah écoute, au final, tu nous as donné des nouvelles en plus de Bolt et des Central Coast Mariners, tu nous as donné des nouvelles du reste du contingent, à un mois du début des hostilités. Alors voilà, tu l'as dit, il n'y a pas encore eu de vrais gros noms ronflants, à part Keisuke Honda, qui sont arrivés en A-League, mais ça pourrait peut-être arriver. Et tu l'as rappelé, tu as bien fait de replacer les choses dans leur contexte. Usain Bolt n'est que un arbre qui cache une forêt de vrai travail dans les autres clubs qui, une fois encore, seront ambitieux en plus sur la scène continentale en Asian Champions League. Et ben écoute, merci beaucoup Antoine, et puis on se retrouve pour faire un point, on fera un point au début de la A-League. Exactement. Allez, ciao Antoine. Ciao Simon, à plus. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette 9e émission. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de l'AFC Corner. Salut les amis!